Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet entretien porté exclusivement sur la mission de travail de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. À Pointe-Noire, il s'est agi de la visite des installations portuaires par Anatole Koliné Makosso. J'ai cité le Premier ministre, chef du gouvernement. Par la suite, il a fait une balade également dans les larges de Pointe-Noire pour aller s'imprégner de l'industrie touristique. Et dans le département du Kwilu, Monsieur le Premier ministre a tout aussi visité une série de chantiers, notamment la boucle du Kwilu, le site du mémorial de l'esclavage et aussi l'avancement des travaux de construction de l'université de Luango. Avec moi sur ce plateau, je ne suis pas le seul, je suis avec Ader Monzeo de Web TV au Salé et Alphonse Doumbi de Radio Congo Antenne de Pointe-Noire. Monsieur le Premier ministre, merci de nous avoir accueillis pour cet entretien. Alors, première question, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez été une fois de plus dans le port autonome de Pointe-Noire, vous y avez l'habitude. Mais pourquoi cette énième visite dans le port autonome de Pointe-Noire? Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser aux populations et particulièrement à la presse locale. La visite du port autonome de Pointe-Noire consistait pour le Premier ministre à aller voir comment évoluent les travaux d'aménagement, de développement des infrastructures portuaires. Vous savez que nous comptons beaucoup sur le port de Pointe-Noire pour financer davantage le développement de notre pays parce que la plupart des ressources douanières passent par le port autonome de Pointe-Noire. Et toutes les activités qui s'y déroulent devraient contribuer à financer notre économie. Il y a certains pays, par exemple, où les villes portuaires se développent grâce à l'activité portuaire, bien entendu. Je ne pourrais pas les citer, mais vous avez des pays qui assurent le financement de leur assainissement, de leur développement par le fait que l'activité portuaire de ces villes est très développée. Nous réfléchissons aussi sur la manière de rendre notre port beaucoup plus attractif, de le rendre beaucoup plus rentable, de façon à financer notre économie. Et vous savez qu'il y a une importante réforme qui est engagée dans cet esprit. Monsieur le Premier ministre, dans cet entretien, nous allons également aborder le volet actualité dans notre pays. Mais avant d'y arriver, toujours dans le port autonome de Pointe-Noire, profitant de votre visite, vous êtes allé au large pour aller vous imprégner de l'industrie touristique qui se met en valeur. Alors, vous avez certainement vu les dauphins, les baleines. Qu'est-ce que vous en dites pour les populations congolaises? Quand vous prenez le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, appuyé par le Plan national de développement, le développement touristique est un des piliers majeurs du développement de notre économie et de notre pays. Et quand vous prenez, je disais, le projet de société, vous voyez que le président de la République a classé les zones de développement touristique en trois. Vous avez la zone de Brazzaville et le centre, vous avez la zone nord et vous avez la zone sud. Quand vous voyez la zone sud, le président de la République s'appuie sur Pointe-Noire et le Kwilu. Au regard de son histoire, au regard de l'océan, au regard du fleuve du Kwilu, ainsi de suite. Donc, on pensait effectivement s'appuyer sur Pointe-Noire et le Kwilu pour impulser le développement de l'industrie touristique. Et dans cet esprit, le tourisme maritime est un levier important du développement touristique dans tous les pays du monde. Nous avons simplement voulu explorer ce tourisme maritime en allant observer les baleines, comme sous peu aussi, nous irons observer la ponte des tortues marines. Comme sous peu, nous pourrons aller justement observer les pêcheurs de gros. Voilà, ce sont trois activités au sein des océans qui mobilisent de nombreux touristes. Vous savez que depuis un moment, nous avons pris l'option de faire venir ici les bateaux de croisière. En 2023, nous en avons eu un. En 2024, nous en aurons peut-être 2 ou 3. Et en 2025, il y a au moins 4 ou 5 qui se sont déjà affichés. Vous voyez, un pays qui reçoit désormais de plus en plus de bateaux de croisière devrait développer davantage d'activités touristiques, surtout le tourisme maritime.
Voilà, l'observation des plages, les activités balnéaires, il y a un certain nombre de choses. Et le Premier ministre, qui, selon les orientations du président de la République, fait une grande promotion touristique pour appuyer les efforts qu'est en train d'accomplir Madame la ministre de l'Industrie touristique, se devrait d'aller faire cette observation pour montrer aux touristes du monde entier, et particulièrement du Congo, que oui, dans notre océan, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent s'y dérouler et qui pourraient nécessiter une mobilisation importante des touristes. Oui, monsieur le Premier ministre, vous étiez sur le site d'embarquement des esclaves à Luango. Qu'est-ce qui a motivé cette visite, monsieur le Premier ministre? C'est toujours la promotion de l'industrie touristique. Voyez les différents piliers du tourisme. J'ai parlé du tourisme maritime, mais il y a aussi le tourisme mémoriel. Il y a aussi le tourisme culturel. Il y a le tourisme dans les forêts. Le Congo est un pays, comme on le dit toujours, béni des dieux. Mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas dit comme ça. Vous voyez ce pays, de façon générale, et je parlerai des départements de Pointe-Noire et de Kouilou, ces départements concentrent à eux seuls l'ensemble des caractéristiques du relief, l'ensemble des caractéristiques de la végétation, l'ensemble des caractéristiques de l'hydrographie. Vous avez un territoire qui a en son sein la mer, le fleuve, les lacs, les rivières, les lagunes, et sur une superficie de moins de 100 000 km². Vous avez tout ça pour 2 départements. C'est une richesse hydrographique importante qui devrait mobiliser davantage de touristes. Vous quittez l'hydrographie, vous prenez le relief. Les 2 départements ont en leur sein les plaines, les montagnes, les collines, les plateaux, les vallées. Ça devrait permettre un fort développement de l'activité touristique. Vous prenez la végétation. Vous avez en même temps, dans le même département, des espaces savanicoles de grande étendue, où on peut y élever des animaux de savane, par exemple. Vous avez de vastes étendues de forêts, et parfois de forêts presque vierges, où on peut y retrouver des primates. Voyez? Donc, quand vous avez des départements d'une si grande richesse, dotés d'une telle richesse par la nature, il ne reste plus que le génie humain pour que se développe une grande industrie touristique, de sorte que, en plus du pétrole, puisqu'on a toujours tendance à ne regarder que la production pétrolière, en plus du pétrole, en plus de l'agriculture par exemple, que le tourisme soit un vivier important du développement de notre pays. Et le président de la République avait vu juste, en voulant s'appuyer sur le tourisme à partir de Pointe-Noire et du Kouilou. Et notre travail consiste à faire la promotion de tout cela. Vous parlez de la baie de Luango. C'est le tourisme de mémoire. Vous imaginez cette zone d'où sont partis des milliers d'Africains qui peuplent aujourd'hui certains pays et territoires d'outre-mer. La baie de Luango, avec la route des esclaves et toute la symbolique que nous avons donnée à l'esclavage. Si l'on peut reconstituer ce site historique pour qu'on puisse promouvoir le tourisme de mémoire, vous verrez migrer vers le Congo des milliers d'afro-descendants qui voudraient revenir sur les traces de leurs ancêtres. N'est-ce pas un éveil retardé parce que les autres nous ont dévancés? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lesquels nous ont dévancés? Je parle du Sénégal avec l'île de Gorée. D'accord, mais il faut peut-être espérer que ce que nous allons développer, que vous avez vu, qui va se faire sur la baie de Luango, soit plus impressionnant et plus emblématique que ce que vous avez déjà vu partout ailleurs. Voilà. Donc, c'est le plus important. Vous avez le tourisme culturel. Oui. Aujourd'hui,
le Congo, au travers de la Constitution, a réhabilité les notabilités traditionnelles. Et au nombre des notabilités traditionnelles, vous avez les rois et les chefferies traditionnelles, qui sont dépositaires des valeurs culturelles de nos communautés, qui nous montrent d'ailleurs que l'organisation administrative n'est pas née de l'Occident, que nous avons une organisation administrative propre. Nous avons des valeurs à défendre, des coutumes, des traditions incarnées par le pouvoir royal. Lequel pouvoir royal a connu une réhabilitation à la conférence nationale. Ça devait permettre à des milliers de touristes de venir à Pointe-Noire pour se ressourcer au sein de ces traditions africaines dont sont dépositaires les rois, les chefferies traditionnelles de notre pays. Voilà. La preuve, il y a un musée Maluango. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, nous avons parcouru les 2 départements et nous sommes allés sur le site de la baie de Luango. C'est pour continuer à faire la promotion du tourisme et amener les compatriotes à comprendre que oui, dans le tourisme, nous avons tous les leviers nécessaires de développement de notre pays. Que le tourisme est un vivier important d'emploi, d'opportunités et de création de richesses. C'est l'occasion pour moi donc de féliciter, d'encourager, de soutenir ces jeunes qui se sont lancés dans les activités de développement touristique avec leur tour opérateur. Voilà, je vais parler de Safari Tour, je parlerai d'Aquaba Tour, je parlerai de Lawanda Tour. Ces 3 jeunes qui ont autour d'eux un certain nombre de leurs pairs et qui font un travail important de développement, de promotion touristique et qui nous ont permis de comprendre, comme eux-mêmes d'ailleurs, que dans le tourisme, il y a la possibilité de créer des milliers d'emplois et que tous les jeunes devraient être désormais exploités. Monsieur le Premier ministre, il y a l'université publique qui est en cours de construction dans le département de Kwilu, notamment à Luango. Vous y avez été pour visiter le chantier. Comment évolue-t-il? Nous avons été satisfaits du niveau d'exécution des travaux qui ont commencé peut-être courant mai et qui, au bout de 4 mois, sont arrivés pratiquement à 15 ou 20%. Nous travaillons pour que effectivement ces travaux se poursuivent et rappelons là que c'était un engagement du président de la République mais qui est en train de se réaliser et c'est bien inscrit dans son projet de société. Pointe-Noire et le Kwilu pourraient se réjouir d'abriter désormais l'une des plus grandes universités de notre pays et avec des formations pointues dans des domaines adaptés à l'environnement, entre autres. Prenons le cas de l'Institut du pétrole et des mines, prenons le cas de l'Institut de l'environnement et des métiers de la mer. Et donc, nous pensons que c'est un très beau cadeau que le président de la République offre à la jeunesse congolaise en général et à celle de Pointe-Noire et du Kwilu en particulier, mais pas que, puisque cette université est appelée à accueillir d'autres jeunes qui viendraient d'autres départements. Monsieur le Premier ministre, vous êtes également sur une ferme privée, Philippe Bunzeki. Qu'est-ce qui a motivé cette visite, Monsieur le Premier ministre? Nous avons parlé tout à l'heure du développement touristique. Nous devons parler aussi du développement agricole. 2 piliers importants sur lesquels s'assoit le projet de société du président et le plan national de développement. Le développement rural passe par le développement de l'agriculture et le développement du tourisme. Et s'agissant du développement de l'agriculture, si nous voulons lutter contre l'insécurité alimentaire, le président de la République avait déjà dans son projet de société, et le plan national de développement reprend cela, mis un accent particulier sur l'accompagnement des producteurs indépendants et des producteurs privés. Parce que ce n'est pas l'État seul qui devra être l'acteur principal du développement de l'agriculture au sens large. Ce serait revenir aux méthodes du passé qui ont posé leurs limites. L'État impulse, l'État accompagne, mais l'État attend que les privés s'approprient la problématique, s'y lancent pour que nous puissions disposer de la nourriture en abondance. Je peux déjà me réjouir de ce que ici à Pointe-Noire et dans le Kwilu, je crois que les éleveurs, les agriculteurs ont compris le problème et sont déjà engagés à développer cette agriculture pour permettre de réduire
le taux de dépendance alimentaire de notre pays. Près de 60% des œufs de table sont produits ici à Pointe-Noire pour la consommation nationale. Près de 60% des œufs de table sont produits ici à Pointe-Noire par des opérateurs privés. Pratiquement, Pointe-Noire et le Kouilou importent moins les produits maraîchers. Ces produits maraîchers sont fournis par des producteurs locaux. Et le gouvernement se doit d'appuyer ces efforts en étant présent pour que les populations se mobilisent davantage, se lancent davantage dans la production agricole. Et c'est pour cette raison que nous avons été soutenir ce compatriote et qui a développé une grande ferme agricole que nous avons appréciée avec de grands étangs, avec une pisciculture très bien développée, et nous l'encourageons comme nous encourageons bien d'autres acteurs et qui s'engagent dans cette aventure, comme le président de la République d'ailleurs. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé du soutien du gouvernement vis-à-vis des opérateurs dans le secteur de l'agriculture. Alors, comment est-ce que vous pensez les accompagner? Est-ce qu'en allant les voir pour les encourager simplement dans cette initiative, ou bien vous voulez mettre sur pied une politique matérialisée? La politique est déjà en marche, notamment la grande réforme foncière qui permet aux agriculteurs qui voudraient se lancer dans ce secteur de l'économie de disposer de terres, ne serait-ce que en se rapprochant du ministère en charge des affaires foncières et en tirant avantage des réserves foncières que le gouvernement crée pour mettre à la disposition des agriculteurs ou des agripreneurs. C'est déjà important. Il y a un certain nombre de facilités qui sont accordées aux entrepreneurs agricoles, notamment en termes de fiscalité. Vous avez des produits, des équipements, des matériels agricoles qui sont exonérés de droits et taxes de douane. C'est quand même déjà important. En accordant d'autres facilités, notamment par exemple en réduisant les importations proportionnellement à la capacité de production des nationaux. Je vous ai dit tout à l'heure que nous produisons pratiquement déjà dans notre pays près de 60 à 80% d'œufs de table. Ça devrait amener le gouvernement à réduire les importations pour permettre aux Congolais de consommer la production locale. Parce que si dans le même temps, les importations ne sont pas régulées, le marché congolais risque d'être envahi par le marché extérieur et la production congolaise risque de ne pas prospérer. Donc, vous voyez, les aides que le gouvernement met à la disposition des agriculteurs, des éleveurs, sont quand même des aides assez importantes. Il ne faut pas les négliger. Et puis, bien entendu, il y a bien d'autres choses. Nous travaillons pour qu'il y ait des facilités dont ils peuvent bénéficier de la part des banques, en accompagnant au travers des crédits revolving qui permettront justement à ce que lorsqu'une ressource est mise à la disposition d'un établissement bancaire, la banque accorde les crédits aux opérateurs à des taux bonifiés et au fur et à mesure que l'opérateur travaille rembourse, ça permet à la banque de financer bien d'autres agriculteurs. Donc, on a un vaste programme de soutien, d'accompagnement des agriculteurs. Pour appuyer les engagements du président de la République, chef de l'État, vous êtes parti dans le Kouilou, vous avez aussi visité les chantiers de la boucle du Kouilou depuis 2020. Les populations qui peinent à se déplacer sont en train d'attendre la finalisation des travaux. Mais on a l'impression que les travaux piétinent, monsieur le Premier ministre. La route du développement passe par le développement de la route. Et c'est pour cette raison que nous nous rendons à l'intérieur du pays. Vous me voyez vérifier le niveau d'avancement des différentes infrastructures routières. Nous avons été dans la Sanga, nous avons été dans la cuvette ouest, nous avons été dans la cuvette, nous venons dans le Kouilou et nous allons continuer un peu partout pour voir quel est le niveau d'exécution de ces routes dont les engagements avaient été pris par le président de la République depuis bientôt 2 ou 3 ans. Voilà. Vous dites que la boucle du Kouilou des travaux piétinent. Je ne sais pas si vous vous êtes rappelé qu'en 2020, le district de Kakamweka était totalement enclavé. On ne pouvait pas y aller, ni par Malélé, ni par Madingokai. Et si vous osez faire la route par Malélé comme par Madingokai, c'était la croix et la bannière. Vous partez d'ici pratiquement à 8 heures pour arriver là-bas vers 20h, 21h. Par Malélé, c'était pareil. Aujourd'hui, nous avons fait
2h30 pour partir de Tizalamou à Kakamweka. Voilà. Et avec beaucoup d'arrêts d'ailleurs. Nous avons fait moins de 3 heures pour partir de Kakamweka à Malélé. Contrairement à ce que vous pensez, l'engagement du président de la République d'améliorer la circulation sur la boucle du Kouilou, cet engagement est tenu. Cela dit, l'idée pour nous, ce n'est pas de nous limiter au travail de la route latérité telle que nous venons de le faire. Le grand défi, c'est parvenir un jour à avoir une route asphaltée, une route bitumée. Mais le gouvernement n'a pas perdu cela de vue. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir stabilisé cette route et de faire en sorte que les populations puissent circuler librement. Et à ce sujet, comme nous l'avons fait pour la route qui conduit désormais en Zambie, il y a un entretien routier permanent qui se fera sur ces routes, sur toute l'étendue du territoire national. Tout le réseau routier va bénéficier désormais d'un entretien permanent qui va faire à ce que ce soit en période de pluie, que ce soit en période de saison sèche, la circulation ne soit plus perturbée, soit par des bourbiers, soit par des bancs de sable. Voilà. Donc, on pourra avoir désormais une circulation fluide qui peut permettre aux usagers de ces routes-là de rouler à une vitesse moyenne de 60 à 70 km par heure jusqu'à destination. Dans les districts de Nzambi, on parle d'une projection, sinon un projet de construction de ponts. Vous avez vu les bacs de la Nombi, comment les populations peinent à se déplacer, de partir de telle rive à une autre. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? C'était aussi un engagement du président de la République. Le pont sur la Nombi va être construit. Nous avons été avec l'entreprise adjudicataire qui a bénéficié du marché de construction de ce pont sur près de 100 mètres. Et cet engagement aussi va être tenu. Je peux déjà annoncer aux populations qu'il n'y a aucune inquiétude de ce point de vue. Le financement est presque bouclé et il n'y a que quelques formalités administratives qui doivent se poursuivre, qui devraient permettre à l'entreprise de commencer ses travaux au plus tard 2025. Monsieur le Premier ministre, il y a un projet qui tient à cœur le peuple congolais. Il s'agit du barrage du Sonda. Où en est-on aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre? C'est un des défis que le gouvernement s'était donné et nous continuons à y travailler. Si vous avez lu le président de la République dans l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, et si vous avez suivi les projets que nous avons présentés en Chine, lors de la visite d'État que le président de la République a effectuée en Chine, le barrage de Sunda et le barrage de Solé sont des priorités. Et nous continuons à travailler avec les partenaires qui se proposent de financer ce projet en BOT. Voilà. Donc, de la même manière que vous avez vu que nous avons commencé à assurer la concession des barrages hydroélectriques, des barrages d'Imbulu, de Mukukulu, du Djoué, nous travaillons aussi pour que nous ayons des partenaires qui prennent en concession ce barrage de Sunda et nous y travaillons. Monsieur le Premier ministre, nous allons aborder cette fois-ci le volet actualité dans notre pays. Ader Mounzeo est bien présent pour la suite de ces questions. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Alors, cette randonnée dans le Mayombe, dans le Kouilou profond, ne vous a pas déconnecté de l'actualité. Vous savez bien que le président de la République, au nom du peuple congolais, a pris la vice-présidence du FOCAC tenu à Pékin récemment. Alors, est-ce la matérialisation du leadership du chef de l'État et la confirmation de la bonne santé des relations sino-congolaises? Il faut déjà dire que ce n'est pas la vice-présidence. C'est la coprésidence. Co-présidence. La coprésidence. Donc, le Congo et la Chine vont présider ensemble le programme du Forum de coopération Afrique-Chine qu'on appelle FOCAC, au cours duquel, pendant 3 ans, le Congo, la Chine et l'ensemble des pays africains devraient identifier un certain nombre de projets importants d'infrastructures qui doivent se développer au sein du continent. Donc, le choix du Congo, vous l'avez dit, est la preuve de l'étroitesse des relations d'amitié entre la Chine et le Congo et surtout l'étroitesse des relations entre le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso. Souvenez-vous que lorsqu'il avait été élu, la première visite du président Xi Jinping en 2013 était la République du Congo. N'oublions pas que c'est à Brazzaville que le président Xi Jinping et le gouvernement chinois ont installé la plus grande
agence de la Banque sino-africaine, c'est-à-dire ce que nous appelons la Banque sino-congolaise pour l'Afrique. Donc c'est ici que la Chine a installé l'établissement bancaire à partir duquel il devrait aller à la conquête d'autres marchés économiques au sein du continent. Donc, en reconnaissance de tout cela, bien entendu, le Congo a été choisi pour co-présider cette édition pendant 3 ans. Monsieur le Premier ministre, il y a un phénomène qui devient viral, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous avez tout sur la toile, les documents administratifs, l'intrigue envers les autorités. Alors, je ne sais pas comment, monsieur le Premier ministre, vous, pour votre gouvernement, pourriez-vous, n'est-ce pas, faire de telle sorte que ce phénomène ne soit peut-être pas éradiqué, parce que peut-être on ne pourra pas le faire, mais qu'il soit un phénomène au moins contrôlé. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un ouvrage en 2019, lorsque j'écrivais sur le génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion. J'avais dit que les humains, à travers le monde, entretiennent de plus en plus une relation ambiguë avec le droit. Le droit n'est plus le seul instrument de réparation de torts, de distribution de la justice. Croyant de moins en moins au droit et dans la capacité du droit de distribuer la justice, les citoyens ont pris l'habitude de vouloir se faire justice eux-mêmes. Et c'est pourquoi vous voyez des manifestations, des mouvements de rue. Et les réseaux sociaux deviennent pour les citoyens une arme redoutable qu'ils utilisent parfois à tort et à travers pour se défendre ou pour se faire entendre. Voilà. Parce que pour des raisons diverses, à travers le monde, les gens croient de moins en moins en la capacité du droit de distribuer, d'assurer la justice, de défendre les causes. Voilà. Et ils ont pris la résolution de se faire justice eux-mêmes et se servent entre autres des réseaux sociaux. Bon, que voulez-vous? Même ceux qui ont vanté ces réseaux sociaux pour les avoir promus, pour les avoir suscités, pour les avoir créés, commencent eux-mêmes à se plaindre des méfaits ou des abus ou des effets pervers de ces réseaux. Le Congo ne fait pas exception. Nous subissons tous cette influence des réseaux sociaux qui sont venus comme anéantir les efforts ou peut-être même démolir les efforts de construction, de consolidation de la paix, de la concorde, de l'unité entre les citoyens. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Et nous le subissons. Le Premier ministre en est une principale victime. Que voulez-vous? Et ce n'est pas une façon pour ces réseaux sociaux de dire non, monsieur, vous avez demandé d'aller à droite et vous êtes en train d'aller à la gauche, revenez sur le droit chemin. Quand les choses sont faites de cette manière, ça ne perturbe personne. Si M. Adair Mongengi Museo commet une faute et qu'il est interpellé par les réseaux sociaux, il prend cette interpellation comme une critique, comme un rappel à l'ordre. Il se conforme, il modifie sa façon de faire. C'est comme nous les gouvernants. Lorsque la presse, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit écrite, classique, traditionnelle, lorsqu'elle interpelle les autorités sur une attitude, sur un comportement, sur un acte posé qui soit contraire au devoir de la charge de l'autorité, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous adaptons, nous corrigeons, parce qu'on a peur qu'on nous interpelle davantage, qu'on nous critique davantage. Donc, la critique nous permet de nous perfectionner. Mais lorsque ça verse vers la délation, la diabolisation, l'insulte, la calomnie, que voulez-vous qu'on fasse? Ça tient à l'éducation de celui qui promeut cette forme de communication. Voyez, quelqu'un décide de vous injurier sans cause. Que pouvez-vous faire contre cette personne? C'est son éducation. Vous encaissez, vous avancez. Puisqu'il ne vous a pas critiqué, il vous injurie. C'est comme vous êtes en train de passer, quelqu'un de sa maison vous injurie. Vous faites quoi? Vous ne vous arrêtez pas. Vous avancez. Parce que si vous vous arrêtez et vous venez l'interroger, pourquoi tu m'as injurié? Il faut donc que vous entrez dans sa maison.
Ça peut être assimilé à une violation de domicile. Vous allez le menacer. Ça peut être assimilé à une menace ou à des violences et voies de fait. C'est vous qui serez en infraction. C'est pour cette raison que vous nous voyez. Quand on nous attaque, et quand on se rend compte que ces attaques ne sont pas objectives, on avance sans chercher palabre, comme on le dit. Mais ce que le Premier ministre a fait, répondant à une question qui lui a été posée par un député, et je crois que je suis intervenu à ce sujet à l'Assemblée nationale, je répondais à une question du député Gavé, qui m'interrogeait sur cette dérive administrative, mais je dis que c'était puni par la loi, que le statut général de la fonction publique définissait les sanctions qu'encourait quiconque se livrerait à la divulgation du secret professionnel. Pourquoi on arrive à la divulgation du secret professionnel? Pourquoi on arrive à vivre que le fonctionnaire se permette de prendre un document administratif qui n'est pas destiné à la consommation du large public, qui est un document interne et qui le met dans la rue? C'est la crise de la déontologie professionnelle. Comment arrive-t-on à une crise de déontologie professionnelle? Nous nous sommes permis d'amener à la fonction publique des cadres parfois sans formation. À l'époque, pour aller à la fonction publique, il fallait un concours. C'est ce que nous allons restaurer. Tu fais le concours, mais un concours d'abord d'entrée dans une école de formation selon l'administration dans laquelle tu vas servir. Tu veux être cadre administratif. Il y a deux écoles. Il y a l'ENMA, École nationale moyenne d'administration, et l'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature. Tu veux être enseignant. Tu as l'école normale des instituteurs, tu as l'école normale supérieure. Tu veux être un cadre dans les eaux et forêts, tu as l'ENSAF, et ainsi de suite. Tu veux être médecin, tu veux être agent de santé, tu as Joseph Lokabou, tu as la faculté des sciences de médecine, tu fais un concours. Et quand vous allez dans ces écoles, il y a deux disciplines qu'on vous donne, en plus de vos disciplines classiques liées à votre formation. Vous avez la déontologie, vous avez la législation administrative. Et là, on vous dit comment on doit se comporter quand on est un agent de l'État. Depuis un moment, nous avons pris l'option de recruter des cadres à la fonction publique qui ne soient pas passés par ces écoles. Donc, quand ils arrivent, ils ont perdu toute éthique. Ils n'ont pas étudié ça. Ou s'ils ont étudié, bon, ils sont corrompus par la machine qui va les broyer. Ils se le permettent sans se rendre compte que les actes qu'ils posent sont des actes graves. Je l'ai dit, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je l'ai écrit dans un livre. Vous avez juste vu le fait que c'est un livre du PCT. J'ai écrit un livre sur le cinquantenaire du Parti congolais du travail, le jubilé. J'ai rappelé ce qu'on attendait d'un agent de l'État, d'un fonctionnaire. À l'époque, je n'étais même jamais attaqué. Mais j'avais déjà dénoncé ces comportements dans un livre. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire que c'est un problème réel et nous devons travailler à éduquer les citoyens. Comment pensez-vous? Ce qui gêne, c'est pas celui qui publie. Comment pensez-vous de faire cette éducation? Comment allez-vous mener cette éducation? Mais en commençant par appliquer les sanctions telles que c'est prévu dans la loi sur le statut général de la fonction publique. J'ai rappelé cela dans la circulaire. Vous savez, dans d'autres pays, en France par exemple, on a créé une infraction vol et recel des documents administratifs. Voilà. Quand le fonctionnaire va constater que le fait d'avoir fait publier un document, d'avoir favorisé la publication d'un document administratif qui n'était pas destiné à un large public et que sur cette base, il subit les sanctions qu'il encourt d'après la loi. Blâme, abaissement de grade, révocation avec ou sans droit de pension, les gens vont commencer à prendre peur. Ils ne le feront pas. J'ai dit, et ça a encore été mal interprété. Des juristes se sont mis
à cœur joie en train de critiquer le Premier ministre parce qu'il a dit que l'agent peut faire ouvrir une information judiciaire. Le Premier ministre n'a pas dit peut ouvrir une information judiciaire parce que ce n'est pas lui qui ouvre l'information judiciaire. Il fait ouvrir, c'est-à-dire il engage la procédure. Si je dois saisir le procureur de la République, je saisis le procureur de la République. Parce que le procureur de la République agit sur plainte ou sur dénonciation. Moi, je suis chef de service. Je constate qu'un document qui relève de mon service s'est retrouvé dans la rue. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans vos journaux. Celui qui vous parle a été substitut du procureur. Il a requis contre des gens qui se sont livrés à cette pratique et nous sommes dans les années 2000, 2005, 2006, 2007. J'ai connu, paix à son âme, Ghislain Simplice Ongouya à la barre, le journaliste, le directeur de l'Observateur. J'ai connu Fortuné Dombé à la barre. C'est là. Ils étaient maîtres dans la soustraction frauduleuse, dans le recel des documents administratifs qu'ils publiaient dans leurs journaux. Regardez les procédures là-bas. Ils ont été jugés, condamnés. Et il m'arrivait de requérir plutôt à la relaxe parce que j'estimais que le droit sur la liberté de la presse commandait que celui qui s'est senti lésé puisse exercer son droit de réponse pour mettre un terme à la polémique. Mais malheureusement, avec les réseaux sociaux, on a du mal. Quelqu'un se lève un matin, il publie des faux documents sur Anatole Koliné Makosso, ou il publie des documents qu'il ne comprend pas lui-même, ou sur n'importe quel ministre, sur n'importe quel cadre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne descendrez pas là pour... Non. Mais on va rechercher celui qui s'est permis de prendre un document secret et de le mettre à la disposition. Quand je vais saisir le procureur de la République, qui lui va engager la procédure pour saisir le juge d'instruction, il dira, moi, oui, j'ai été saisi par dénonciation ou par plainte de telle administration que j'ai fait. C'est pour cette raison que la phrase dit, fais ouvrir, pas ouvrir. Je vous ai vu vous étendre là sur des débats de Byzance. Le Premier ministre ne verse pas dans les palabres stériles. Restons toujours dans ce même registre. On ne peut pas parler de l'actualité sans parler de la proximité. Vous êtes à Pointe-Noire actuellement. Vous étiez dans le Puylou. Mais on va revenir un peu, monsieur le Premier ministre, souffrez un peu qu'on revienne sur la question brûlante des routes. Déjà, le climat, il est déjà gris. Le ciel est gris. La saison des pluies va bientôt commencer. Et on a vu la municipalité de Pointe-Noire engager ça et là quelques travaux, mais il y a des grands axes qui méritent une attention particulière avant la tombée des pluies, notamment la route nationale numéro 5, aujourd'hui route nationale numéro 4, et l'ensemble du tissu routier de Pointe-Noire. Les chefs d'entreprise, les entreprises adjudicataires qui ont reçu les avances de démarrage ne nous ont pas dit que nous ne pouvons pas prendre parce que la saison de pluie commence, on ne pourra pas travailler. Donc l'État avait pour obligation de mettre à la disposition des entreprises adjudicataires les fonds nécessaires pour leur permettre de travailler. Ça a pris du retard. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous n'allez pas encore reprocher à l'État d'avoir donné cet argent alors qu'il pleut. Qu'aurions-nous fait? On ne mettait pas l'argent à la disposition des entreprises et qu'on dise que non, l'État avait menti. On vous avait dit que ça avait tout un processus. C'est des axes importants. Vous voyez, 5 ou 6 grandes voies sur Pointe-Noire seulement. Vous parlez de la Nationale 4. Voilà, sur près de 20 km jusqu'au rond-point de Luango. Et quand vous voyez l'état de cette route, vous prenez la Nationale 1 de l'hôpital de Luanzili jusqu'à l'avenue Tchister. Vous voyez l'état de dégradation de cette route. Vous prenez une route nouvelle, l'avenue Tchister, qui part du rond-point Tchister jusqu'au marché de la Liberté. Vous prenez une autre route nouvelle, du marché de la Liberté jusqu'à Mpaka là-bas. Vous prenez l'avenue d'Antoinette Sassou Nguesso, qui passe par Mongompoku, Makayabou, voilà. Vous prenez l'avenue de Denis Sassou Nguesso, qui va passer par le rond-point Kassai, en passant par le marché du Oui, avec un pont supérieur.
Le prolongement de Charles de Gaulle, voilà. Vous prenez l'avenue Bitilika Ndombi, puis il y a des travaux. Ne pensez pas que ce sont des petits ouvrages. Et qu'on pouvait, comme ça, sur une petite note, sans tenir compte de toutes les précautions à prendre, qu'on devait mettre de l'argent à la disposition des entreprises. Voilà. Maintenant que l'argent a commencé à être mis à la disposition des entreprises, les entreprises vont travailler. Maintenant, si les entreprises vous disent que compte tenu des pluies, nous allons retarder, quelle est la responsabilité du gouvernement? Voilà. Doit-on méconnaître là la volonté du président de la République et du gouvernement d'avoir mis à la disposition de la ville de Pointe-Noire les ressources nécessaires pour la construction, la réhabilitation de ces grandes infrastructures? Non. L'engagement a été pris et il est en train d'être exécuté. Monsieur le Premier ministre, nous allons bientôt aborder la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Mais avant d'arriver à la rentrée des classes, il y a eu des résultats de cette année, notamment sur les examens d'État. Alors, un mot à l'endroit des élèves qui vont aller, à l'endroit des parents et des enseignants. Ben, une bonne reprise. L'année scolaire va s'ouvrir sous peu. J'ai vu que les ministres en charge des enseignements ont déjà rendu public le calendrier de rentrée. J'ai vu qu'il y avait une polémique, encore une fois inutile, sur une réforme que nous avons entreprise, instituant un stage pratique pour des élèves qui sont dans les établissements techniques et qui doivent faire les examens de baccalauréat, par exemple. Je pense que les parents ont finalement compris l'intérêt de cette mesure et que les choses sont rentrées dans l'ordre. Je ne peux que souhaiter une bonne année scolaire 2024-2025 à l'ensemble de la population scolaire et encourager les parents à suivre encore de façon plus rigoureuse, de façon plus régulière la scolarité des enfants, leur témoigner notre solidarité. Dans ces temps difficiles, nous savons que la période est difficile, mais les parents n'ont jamais démissionné, n'ont jamais dérogé à leurs responsabilités. Ils assument leurs responsabilités parentales malgré le contexte difficile. Je leur témoigne toute ma solidarité et souhaite encore une fois bonne année scolaire aux élèves. Monsieur le Premier ministre, nous sommes arrivés presque au terme de notre entretien, gros format, mais la tradition de l'entretien commanderait à ce que vous ayez le dernier mot. Je voudrais simplement vous remercier de l'occasion que vous m'avez donnée de m'adresser au public de Pointe-Noire qui se plaint toujours de ce que nous réalisons toujours nos interviews où nous donnons l'information à partir de Brazzaville, pas seulement de Pointe-Noire. Maintenant, vous pouvez aller leur dire, encore une fois, nous avons pu avoir pour les gens de Pointe-Noire, avec la presse locale de Pointe-Noire, des informations de façon directe de la part du Premier ministre. Quelles sont ces informations? Ces informations, c'est rappeler que le président de la République et le gouvernement sont aux côtés des populations et partagent au quotidien avec les populations leurs angoisses. C'est cette volonté de solidarité, ce sens de solidarité et de responsabilité qui amène le Premier ministre à parcourir les départements. Il a été dans le Nord, comme chaque année, presque tous les 6 mois. Il est venu à Pointe-Noire et dans le Kouilou. Il a parcouru les routes du Kouilou, de la cuvette ouest, de la Sanga, de la cuvette, des plateaux et l'engagement du président de la République de garantir le développement des infrastructures de base reste tenu. Nous avons fait la boucle du Kouilou. Nous avons constaté que les efforts que nous avons déployés depuis 2020 pour désenclaver Kakamweka sont en train de produire leurs fruits parce que contrairement à ce que nous avons connu en 2020, aujourd'hui, nous pouvons faire Pointe-Noire-Kakamweka en l'espace de 3 heures en roulant modérément à 60 km à l'heure sans que nous n'ayons des obstacles de bancs de sable ou de bourbiers ou d'érosion. C'est quand même déjà quelque chose d'important. Nous avons été jusqu'en Zambie et s'agissant de la route de Zambie et de la route de Kakamweka, donc de la boucle du Kouilou, des dispositions ont été prises pour que désormais l'entretien soit assuré de façon permanente, comme ce fut le cas du temps de Auxerre. Voilà. Cette fois-ci, cet entretien va être assuré par des opérateurs privés qui devront passer tous les 2 mois, tous les 3 mois pour corriger les imperfections qu'il peut y avoir sur les routes. C'est donc quelque chose d'important. Et s'agissant des populations de Zambie, au plus tard janvier 2025, leur pont sur la Numbi va commencer à être construit. C'est un grand cadeau.
que le président met à la disposition des populations du Kouilou. Oui, nous avons circulé le département et voulons faire savoir aux populations de Pointe-Noire et du Kouilou qu'ils ont une chance inouïe d'être dans ces départements, qui réunissent toutes les caractéristiques géographiques, tant du point de vue du relief, du point de vue de l'hydrographie, du point de vue de la végétation, du point de vue de l'histoire, du point de vue de la culture, pour faire de Pointe-Noire et du Kouilou une zone économique touristique de grande importance qui pourrait rivaliser avec les autres zones touristiques à travers le monde. Parce que nous venons de l'expérimenter nous-mêmes. S'ils vont à la Numbi, à Concoatier, c'est pour cette raison que le président tient à construire ce pont pour permettre aux touristes d'apprécier la beauté de la nature là-bas et d'être en contact avec les primates, avec les chimpanzés, les gorilles, parce qu'ils sont nombreux, qui parcourent des distances simplement pour vouloir assister au nourrissage des chimpanzés, par exemple. Oui, nous tenons à ce que, au travers du tourisme fluvial, du tourisme maritime, du tourisme vert, du tourisme culturel, du tourisme mémoriel, que Pointe-Noire et le Kouilou ne sont plus seulement des départements pétroliers, forestiers, mais de grands départements touristiques promouvant un écotourisme et un environnement sain, un tourisme respectant l'environnement pour gagner le pari d'un pays porté vers le développement durable, porté vers la préservation de l'environnement et développant un tourisme mémoriel, un tourisme durable. Voilà, nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien accordé par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Anatole Kouliné Makosso. Vous avez compris qu'il s'est agi de parler de son séjour de travail dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, mais aussi dans le volet de cet entretien, nous avons abordé quelques questions liées à l'actualité nationale et internationale. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.